la brutalité de la guerre telle qu'elle est déjà à l'œuvre, avec des succès de part et d'autre. Regardez du côté des Ukrainiens à quel point l'inventivité continue à se développer via un système allemand. L'armée de l'air ukrainienne a publié une nouvelle vidéo montrant son système de défense aérienne Skynex, fabrication allemande, détruisant avec succès un certain nombre de drones russes. On va voir plus exactement comment ça marche. Regardez cette séquence. 12. Цель сбита. Падає. Є ціль уражена. Є ціль уражена. Ціль знищена. Général Chauvency, je vous lis ce qu'on sait en plus du descriptif. Cette arme de pointe fabriquée par l'entreprise allemande Rheinmetall intercepte les drones, y compris les Shahed de fabrication iranienne. L'Ukraine a reçu au moins 2 systèmes de défense aérienne Skynex dans le cadre d'aides militaires allemandes. Oui, on voit bien d'abord sur l'écran qu'il y a une acquisition d'objectifs sans aucun problème, qu'il y a une cadence de tir qui permet effectivement de le détruire assez rapidement, sachant que quand même les drones ne vont pas très vite, ces drones-là. Donc maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une intelligence artificielle qui a été mise au service de cette arme? Ça, je ne le sais pas, parce que quand même 7 drones détruits, je ne sais pas s'ils ont été détruits en même temps ou pas, mais c'est le vrai défi aujourd'hui, c'est être capable de faire face finalement à ce qu'on appelle des essaims de drones avec du matériel performant. Et ça va être le prochain défi pour tout le monde, d'être capable de se protéger contre ce type d'agression. Et ce qui est aussi important, c'est que Poutine est très cohérent dans sa logique de massification et d'intensification des attaques contre l'Ukraine. Et ça ne dépend pas du tout des annonces de Trump ou des volontés des uns des autres. On voit, et c'est ce qui a été annoncé par le président Zelensky, que Poutine veut augmenter le nombre de drones qui sont envoyés en Ukraine par jour jusqu'à 1000 drones. Aujourd'hui, il a déjà atteint 700 drones et missiles contre l'Ukraine, et ça, c'était envoyé contre les civils. Aujourd'hui, la défense antiaérienne est capitale. Et les drones aussi font partie de ce dispositif dont l'Ukraine dispose. Aujourd'hui aussi, il y a pas mal d'innovations, comme vous avez dit, Darius, dans ce secteur-là. Et il y a les spécifiques aussi, même comme des Kalachnikov, mais un peu adaptés, qui vont tirer contre les drones. C'est une innovation qui a été faite par l'Ukraine elle-même pour justement faire face à des drones de masse qui sont envoyés par les Russes. Est-ce que la guerre est présente à la télévision russe? Est-ce que le Russe, là on voit, c'est montré en l'occurrence par les Ukrainiens, est-ce que le Russe qui regarde la télévision, dans les JT russes, etc., a l'impression que son pays est en guerre? Ah oui, non, ça, alors pour le coup, c'est pas du tout escamoté. Oui. Vous mettez le journal de Pierre Bécanal, la première chaîne, à 21h. Nous, c'est le journal de 20h, là-bas, c'est 21h. Parfois, vous avez les 4-5 premiers titres et premiers sujets. C'est uniquement la guerre en Ukraine. C'est ça. Donc c'est très intéressant. Donc oui, c'est pas du tout un le sujet qui est caché. régime assume complètement sa guerre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est une guerre qui est présentée, on l'a souvent dit, comme une guerre contre l'OTAN, pas uniquement contre l'Ukraine. C'est-à-dire aussi que la fameuse fiction opération militaire spéciale, ils ont atténué cet aspect-là? Oui, là on commence à en revenir. Et même les officiels parlent parfois de conflits, de guerre, une guerre menée par l'OTAN contre la Russie. Vous voyez à la télévision russe, parfois le présentateur, les pieds au-dessus d'une carte de la région de Koursk, par exemple, ou de Donetsk, et qui va montrer vraiment point par point là où l'armée russe a progressé aujourd'hui. On ne sait pas si ce que vous dites est rassurant ou inquiétant, parce que le côté rassurant, c'est la réalité que c'est une vraie guerre. Le côté inquiétant, c'est cette idée que peut-être que la guerre préventive, ils sont en train peut-être de justifier la guerre à venir. La guerre à venir, j'en sais rien, mais la guerre présente, c'est clair que c'est une guerre préventive dans l'esprit de Poutine et certainement d'une partie des générations les plus anciennes. Alors maintenant, guerre préventive prochaine, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Est-ce qu'ils y croient réellement que l'OTAN leur en veut? Est-ce que les Russes que vous ne connaissez pas, les propagandistes, mais le Russe moyen croit, à tort ou à raison, que depuis des décennies, ce qui s'est passé en Serbie, etc., que les Occidentaux cherchent à faire tomber le régime? Alors que l'OTAN veut attaquer la Russie, ça pour le coup, ça marche. On a vraiment fait plusieurs reportages d'un bout à l'autre de la Russie européenne jusqu'en Sibérie, et les gens très spontanément vont vous en parler. Ils sont convaincus que oui, il y a des forces européennes, américaines qui en veulent à l'OTAN. Mais si on parle des populations européennes, il n'y a pas un anti-européanisme, il n'y a pas vous n'avez jamais eu des Français, par exemple, qui ont été pris à partie en Russie depuis 3 ans. Et ça, le Kremlin le sait aussi. Moi, je ne me suis jamais fait
prendre un parti. Au contraire, quand les gens m'entendent parler français après un direct dans la rue, ils viennent me voir pour me serrer la main ou pour me proposer de me payer un coup à côté. Ça, c'est peut-être sympa, ça, c'est autre chose. Sans doute. Non, c'est qu'ils font la Non, distinction. mais je plaisante, bien sûr, bien sûr. Les prisonniers russes en Ukraine étaient étonnés de ne pas être face à des soldats de l'OTAN. Donc oui, ils croient à cette Oui. propagande. D'où l'importance du fait qu'aujourd'hui, Poutine, déjà, il pointe la France et l'Europe parce que pour lui, l'Ukraine, c'est juste la première phase dans sa manière de faire la guerre à l'Occident qui... Enfin, soit c'est de la guerre préventive il explique à sa population, mais c'est pas du tout surprenant que la population spontanément va répondre oui, on est en guerre contre l'OTAN parce que c'est l'OTAN qui a un peu fait la sale job et ils ont parlé aux Ukrainiens qu'il faut qu'ils se révoltent contre nous. Enfin, franchement, c'est malheureusement les propos qui sont tenus même par des personnes qui sont russes, qui habitent ici et habitent depuis plusieurs années. Genre Regardez. 20 ans. Et ils tiennent les mêmes propos pourquoi ? Parce que la source d'information, c'est pareil. C'est Первый canal. Ils écoutent très bien ça. Dès que vous écoutez ça, il y a toutes les réponses à vos questions. Et c'est la propagande russe qui marche très bien. Là, on mesure quand même, là, dans les mentalités, la guerre est en train de s'installer. En Russie, ça s'installe. C'est ça qui est assez terrifiant en vue d'Europe de l'Ouest. Oui, mais la guerre est aussi un état, et peut-être comme nous au début du siècle dernier, la guerre est un état presque normal. Hein. Vous avez eu avant la Tchétchénie, avant l'Afghanistan. Il y a la journée de la femme qui est très importante en Russie. Vous avez le pendant masculin, la journée de l'homme, et ça s'appelle en réalité la journée du défenseur de la patrie. Donc on rend hommage aux combattants, aux vétérans et aux jeunes hommes qui sont les futurs défenseurs de la patrie. C'est ça. Et pendant les célébrations du 9 mai, on avait assisté à un spectacle. Les Russes avaient reproduit un Reichstag pour simuler l'assaut près de Moscou, en banlieue. On a filmé ça pour faire un petit reportage. Et spontanément, on a vu des femmes avec leurs enfants de 5-6 ans qui nous disaient « On est prêts, en voyant ce qu'ont fait nos ancêtres, à défendre aussi la Russie. N'est-ce pas, Sergueï ?» Et Sergueï, 6 ans, disait « Oui, je suis prêt. » Donc voilà, c'est pas du tout le même logiciel que nous en Europe de l'Ouest. Et il y a des petits musées militaires même dans les écoles, pas uniquement dans les lycées. Et les gamins sont très fiers de faire visiter ça. Sur la guerre en Ukraine, qui continue avec les moyens des uns et des autres, regardez vous y faisiez allusion, le lanceur de filets ukrainien. C'est une société de défense ukrainienne qui a développé ce dispositif anti-drone léger, à usage unique, conçu pour contrer les drones. Donc c'est un tir qui va permettre d'intercepter à courte portée, à l'aide de ce filet qui enchevêtre les drones. Je ne sais pas si on peut voir la séquence ici, et vous allez, c'est vous la spécialiste pour ainsi dire de ce genre d'armement. Regardez, voilà, et vous évidemment général, comment ça fonctionne? Je pense que là, il faut tirer. Alors voilà, on va voir que ça tire. Général, on voit de plus en plus que le drone se développe et tous les systèmes anti-drone, puisque là on a un exemple de ça. Oui, mais enfin là c'est fait très artisanal, parce que vu le nombre de drones qu'il y a sur le champ de bataille, je pense pas qu'on puisse tous les arrêter avec un filet. Hein. Donc un drone qui arrive à 150 à l'heure. Voilà, on est plus quand même avec ce que vous avez présenté précédemment, ces canons à haute cadence de tir, avec acquisition d'objectifs, qui à mon avis est une des solutions. N'oublions pas non plus ce qui est développé aujourd'hui par les Britanniques, mais aussi d'ailleurs je crois par les Ukrainiens, tir à armes laser, donc effectivement qui en plus fait des économies de table de munitions. Alors maintenant il y a le problème de l'énergie derrière, mais aujourd'hui le drone multiple, des milliers par jour, je dirais, pour les battre, c'est pas avec des filets. On va être dans une logique de défense antiaérienne, et puis d'ailleurs même des tactiques complètement différentes. Je crois que c'est qui l'avait présenté, un de vos journalistes qui revenait du terrain, ou c'est peut-être Didier François qui le disait, c'est qu'en fait les Ukrainiens dans leurs troupes, je pense que c'est pareil pour les Russes, ne peuvent plus sortir de leur trou de combat, parce que en fait même le fait de sortir quelques instants, ça veut dire qu'on peut se faire tuer par un drone. Donc aujourd'hui on n'a pas encore à mon avis repensé toutes les méthodes pour lutter contre les drones. Poutine ne relâche rien de sa pression. On va bien regarder la séquence qui suit, puisque ça fait maintenant plusieurs nuits que non seulement les bombardements se poursuivent, mais qu'ils ont même augmenté. On est dans des records de bombardements en termes de missiles et en termes de drones. Ouais.
Quels sont les messages que Poutine envoie par ces bombardements ? On va en voir d'autres images. Non seulement ils sont puissants, non seulement ils sont à plusieurs moyens, drones et missiles, mais ils sont un peu partout en Ukraine, c'est-à-dire Lviv par exemple là, qui est très à l'ouest. Oui, c'est ça. Oui, alors il faut voir comment ça se développe dans les mois qui viennent, mais il y a encore un an, un raid aérien avec des drones, c'était une soixantaine de drones. Là, on en a 500, 600, 700, 800. Bon, on a le même questionnement avec les obus. Et puisqu'on parle beaucoup de budget depuis ce soir, je trouve qu'il y a un aspect dont on ne parle pas assez, c'est que produire un obus en Russie, c'est beaucoup moins cher que produire un obus en France. Je crois qu'un obus en Russie, ça va être 600, 800 $ par exemple. En France, on est plutôt à 3000. Donc quand vous voyez le budget russe, en réalité, vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec la même ligne de budget. Et ça, on n'en tient peut-être pas assez compte. Il y a un effet un peu déformant, vous voyez. Est-ce que Poutine croit vraiment à sa victoire ? C'est-à-dire, ou plus exactement, qu'est-ce qu'il espère ? Puisqu'il n'a pas réussi à prendre Kiev, ça dure depuis 3 ans et plus, et il se dit, j'ai quelque chose à gagner. Quoi ? Mais je crois que, ce qui revient de Moscou, c'est que ce qu'il espère, c'est que les Ukrainiens perdent sur le front et que finalement, il y a une forme de ralliement, ce qui est une illusion. C'est aussi la raison pour laquelle il frappe absolument partout. C'est une politique d'intimidation, pensant que les Ukrainiens vont dire maintenant, on arrête. Oui, je pense que c'est ça, mais je pense que c'est une illusion de sa part et il a bien pu le constater depuis le début puisqu'il y a une résistance ukrainienne. Et en fait, tout ce qu'il fait sur toutes ces villes, il ne le fait pas sur le front actuellement. Oui, et je pense aussi qu'il s'attend que l'Occident se lâche de cette guerre. Ils attendent ça depuis quelque temps. Et la position de Trump, effectivement, je pense au début, c'était beaucoup plus favorable au fait que Poutine, il avait le tapis rouge pour continuer ce qu'il a fait, parce que concrètement, Trump n'a rien fait pour l'arrêter. Regardez bien cette carte, parce qu'il faut se mettre à la place des Polonais, parce que tout à coup, on se dit oui, c'est vrai que ça se rapproche. Alors, ils ont levé là, regardez, quand on imagine, Lviv par exemple, c'est vraiment très proche de la frontière polonaise. Il faut imaginer si à Strasbourg, on savait qu'il y a des missiles qui tombent juste de l'autre côté de la frontière. Ça se ressent évidemment différemment. Ce qu'on sait, c'est que la Pologne, à chaque fois qu'il y a des alertes aériennes comme ça, est très proche, ils lèvent leurs avions dans l'air. C'est-à-dire qu'il y a l'aviation stratégique qui est engagée à chaque fois où c'est très 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 proche du front. Exactement, c'est de ça qu'on parle, que la guerre en Europe aujourd'hui, elle touche le cœur de ce que l'Europe représente, c'est la stabilité de l'économie, la paix. Pologne, la première. Après, vous avez d'autres pays aussi. La Moldavie, la Roumanie. Ma collègue chef d'édition me fait remarquer à l'instant que les jets polonais ont été mis en alerte la nuit passée, au moment des bombardements russes. C'est-à-dire, effectivement, là, on est tellement proche que, d'ailleurs, ça s'est produit une fois. L'erreur est possible. Oui, absolument. Donc, ils réagissent comme ils doivent le faire, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une plus grande inquiétude dans ces pays qui sont près de la frontière. Et d'autant plus maintenant, alors que jusque-là, les frappes portaient plutôt sur l'Est et non pas sur les villes les plus occidentales de l'Ukraine. Est-ce qu'on comprend là une forme affolement, peut-être trop, panique trop, mais disons de branle-bas de combat européen? Il suffirait qu'un seul missile russe tombe par exemple sur une ville polonaise, s'il y avait 100 morts. Ce serait un événement. Rappelez-vous quand il y avait je crois que c'était le G8 à Bali, le G7 à Bali, et ils étaient tous affolés, réveillés au milieu de la nuit avec des mines vraiment de gens qui ont passé une très mauvaise nuit. Parce que faire, par exemple, si les Russes, fût-ce par erreur, bombardent une ville en Pologne? C'est ce qui s'était passé en l'occurrence. Il y a eu 2 morts en Pologne. Et rappelez-vous Zelensky qui affirmait mordicus que c'était effectivement des missiles russes qui étaient tombés alors qu'on essayait de lui indiquer en coulisses et assez poliment qu'il serait de meilleur augure de dire que c'était des intercepteurs qui étaient malencontreusement tombés du côté polonais, et lui n'en démordait pas. Et le message qui lui avait été fait passer, c'est qu'il faut parfois sacrifier de petites vérités sur l'autel de plus grandes victoires. Mais donc la carte que vous diffusiez à l'instant avec ces symboles d'explosion à travers toute l'Ukraine, c'est un communiqué du Kremlin. Oui. Ça prend la forme d'une carte, mais ce communiqué, il est très très clair. L'effort ne diminue pas,
il est à travers toute l'Ukraine, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ambition c'est de conquérir tout le pays et de ne pas se contenter que du Donbass et de Kherson et de Zaporijie et de la Crimée. Et à votre question tout à l'heure de savoir quel est l'objectif de Vladimir Poutine, démantèlement de l'OTAN, division de l'Europe. Et lui, il a déjà compris ce que nous avons du mal à accepter, à savoir qu'une défaite de l'Ukraine aurait effectivement des conséquences très concrètes et néfastes pour l'OTAN, mais également pour l'Europe, qui sont quand même deux entités qui ont juré qu'elles allaient défendre l'Ukraine, lui fournir les moyens, etc. On comprend là l'inquiétude des Occidentaux, les déclarations du président de la République sur le budget. Il faut lire et comprendre exactement ce qu'il a annoncé tout à l'heure dans le discours aux armées, dans l'hôtel de Brienne, le passage d'un budget de 32 milliards en 2017, il commençait son mandat, à aujourd'hui 64 milliards. Donc ce qui était prévu pour 2030, il y a eu encore une accélération. Ce qui était prévu en 2030 aura lieu déjà en 2027. Et ça résonne avec cette déclaration de Vladimir Poutine ce soir sur la chute de l'Union soviétique et la réalité d'aujourd'hui. Lorsque l'Union soviétique a disparu, il n'y avait plus de régime communiste. Mais il y avait toujours un mépris de l'Occident pour les intérêts stratégiques de la Fédération de Russie. Il ne s'agissait pas seulement d'un mépris, mais d'un désir évident d'obtenir un avantage géopolitique. L'Occident a décidé que l'Union soviétique n'existait plus. Donc ils se sont demandé pourquoi suivre les règles de la Russie, qui n'a plus le même pouvoir que l'Union soviétique. Ils ont voulu se tailler une place comme ils l'entendent, selon leurs propres règles, sans se soucier de nos intérêts. Nous leur avons proposé beaucoup de choses dans le domaine des armes stratégiques offensives, dans le domaine de la défense antimissile. Tout a été rejeté, rejeté, rejeté. Il est devenu clair que tant que nous ne nous déclarons pas comme une puissance indépendante et souveraine, capable de défendre son avenir, ils ne nous prendront pas en compte. Voilà, très intéressante séquence. On comprend le cœur de l'argumentaire de Poutine auprès des Russes, où il dit en quelque sorte, depuis 1991, puis la chute de l'Union soviétique, les Occidentaux ont profité de toute occasion pour prendre plus de place. Oui, tout à fait. C'est alors son ressenti très profond et le sentiment d'humiliation parce qu'on ne prenait pas en compte les intérêts de la Russie. Le facteur déclenchant, ça a été le Kosovo, où l'OTAN a décidé de frapper pendant 4 mois la Serbie sans aucune autorisation et à l'encontre des intérêts russes. Et ça, il le répète en boucle, Lavrov le répète également en boucle, c'est quelque chose qui n'a pas été digéré. Et quand j'étais en Russie, en 2018, juste avant sa réélection, il y a eu une démonstration de force avec une présentation de toutes les armes hypersoniques, de tous les missiles et autres. Et Poutine a dit « Vous n'avez pas voulu nous parler, vous n'avez pas voulu nous écouter, maintenant vous allez nous écouter » parce que justement, il y avait cette démonstration de force et ces armes. C'est en tout cas sa logique. Oui, ça rappelle un peu ce qui a été dit bien avant, lors de son discours à Munich, devant tous les chefs d'État, en disant « Bon, maintenant... on a voulu jouer avec vous, mais on arrête. Maintenant, on va se débrouiller nous-mêmes, on va reconstruire notre monde où nous serons les maîtres. » C'était ce qu'il y avait en explication de texte. On a essayé de vous tendre la main, vous l'avez refusé. C'est ce qui était un petit peu dit en substance. Déjà, je crois que c'était en 2007, si je ne me trompe pas. 2007. Et il y a eu aussi, enfin c'était mon collègue allemand qui m'avait raconté un entretien entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Donc ils se parlaient en russe, en allemand. Les entretiens officiels étaient terminés. Angela Merkel a dit bon, maintenant on va discuter franchement de nos relations et des erreurs qu'on a pu faire, nous Occident, vous Russes. Donc elle a commencé et ensuite elle lui a dit à toi, et quelle est votre erreur? Il a répondu de vous avoir fait confiance. Donc ça montre bien sa mentalité paranoïaque. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de naïveté feinte ou réelle, c'est-à-dire une puissance, quand elle peut s'étendre, elle s'étend. N'importe quelle, c'est de la bonne logique du marché, que ce soit l'OTAN, la Russie, la Chine, l'Empire romain, en termes de puissance commerciale, militaire, de ce qu'on veut. Si on a de l'espace, on le prend. Il n'y a aucune puissance au monde qui dit « Ah non, désolé, ça on le laisse aux Russes parce qu'on est poli ». Ça n'existe pas dans l'histoire.
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par puissance, mais je reviens au terme que j'ai employé tout à l'heure, à celui de ça, c'est la logique de l'empire. Et Vladimir Poutine, effectivement, il gouverne par la guerre, et il sait que dans l'histoire, l'homéostase, l'arrêt, c'est la mort de l'empire. L'empire ne vit que quand qu'il s'étend, qu'il progresse, et il avance au son de la balle qui fuse. Et c'est ça qu'il explique. Après, ce qui est intéressant, c'est que tout en ayant compris cela et en faisant faire cela, moi, la manière dont j'ai entendu ce qu'il disait à son, entre guillemets, journaliste Zaroubine tout à l'heure, c'est, vous savez, nous les Russes, nous sommes pacifistes, mais nous n'avons pas d'autre choix, ils nous imposent la guerre. Et il en va de notre survie. Et donc, il fait de la guerre, et ça, il le dit constamment sur l'Ukraine, une question existentielle. Donc, il y a cette idée que cette guerre, elle est existentielle, et donc il est hors de question d'envisager la défaite, quitte à ce que ça coûte à la fois humainement, matériellement, économiquement et militairement énormément. Mais il y a aussi encore une fois, cette idée qu'ils n'ont pas d'autre choix, qu'ils y sont condamnés. Est-ce qu'on est là au cœur du danger ? C'est-à-dire, même les plus grands dictateurs dans l'histoire ont toujours présenté comme préventifs, défensifs les guerres qu'ils ont menées. Je vous lis une phrase de Napoléon Ier, qui justifiait ces guerres par le fait, il disait, c'est pas moi qui ai attaqué, c'est les Anglais qui toujours m'ont forcé à faire la guerre. Je n'ai jamais fait la guerre par esprit de conquête, j'ai accepté les guerres que le ministère anglais a soulevées contre la Révolution française. Napoléon. Oui, mais en Russie, c'est pas les Anglais qui l'ont forcé. Oui, mais bien sûr, mais c'est la... Rappelez-vous Hitler qui disait... les Russes, à l'époque. Quand même. Et oui, ils étaient alliés. Voilà. De toutes époques, les puissances ont toujours dit je ne fais pas la guerre de bonne foi, je fais la guerre parce que je suis forcé de la faire. Mais il y a aussi le problème qui persiste chez les Russes, c'est justement ce complexe de forteresse assiégée, mais je pense que le problème il est beaucoup plus profond, c'est que la légitimité et le pouvoir de Poutine reposent sur cette guerre. Ouais. Aujourd'hui, la guerre, elle est, en termes d'économie, en part important, hyper important pour cette économie qui est justement sous sanction, mais qui arrive à se replier sur elle-même depuis 2014 et s'y est préparé. Il est très stratégique dans la manière comment il a pris les choses en main. Et si on parle de la Russie en tant que pays qui n'est plus l'héritage de l'Union soviétique. C'est ce qu'il voulait un peu dire aussi dans cet entretien avec Zaroubine. Mais qu'est-ce qu'est la Russie aujourd'hui ? La Russie est empire, si on écoute ce que Poutine dit. Et empire, elle va s'étendre parce que l'Ukraine, elle était une obsession pour les soviétiques, elle y reste pour les Russes. Et jamais il va nous laisser juste partir sans qu'on paye le prix. Et malheureusement, le prix, nous, on le paye parce qu'on sait... Pourquoi on est là ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Yakovlev, qui n'est pas soupçonnable d'être pro-russe, il dit, au fond, ils ont été surpris de comprendre que les démocraties ne sont pas plus douces que les régimes de force. Ils ont compris que les démocraties, elles savent aussi pousser leurs avantages, pousser leur propagande, pousser leur influence. Ils s'imaginaient que les démocraties seraient molles. Elles ne sont pas molles. Depuis la chute du mur de Berlin, elles ont profité de leur capacité d'influence, qui est normale. Mais oui, alors il y a la démocratie et Madame l'ambassadeur y faisait référence, qui de temps en temps s'affranchit des règles qu'elle édicte et du droit international qu'elle fonde pour aller effectivement frapper sans résolution le Kosovo ou la Libye ou l'Irak ou d'autres territoires. Mais pas seulement, conquérir des marchés par l'influence économique aussi. On peut pousser nos intérêts, on ne va pas se gêner. On va pas dire. La formule qui était employée par le président de la République ce soir, qui disait que pour être libre, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Et donc, effectivement, ou alors ce que vous a dit Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, quand il dit effectivement, la France doit faire savoir que si elle est attaquée, elle saura être brutale dans sa réponse, afin d'être dissuasive. Une dernière chose sur Vladimir Poutine, et c'est pour abonder dans le sens de ce que disait Ludmila Totieva, il a mis, politiquement parlant, tous ses œufs dans le panier de la guerre. 40% de la dépense fédérale va aux militaires. On parle du budget militaire français. Regardez ce qu'il est en Russie. C'est 100 milliards, je crois, en équivalent euro annuel. Donc, Vladimir Poutine, si vous voulez, la Russie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle exporte à part la guerre ? Cette guerre en Ukraine, c'est la seule trace que Vladimir Poutine va laisser dans l'histoire qui va s'écrire dans les années à venir. Si elle est ratée, si elle se solde par une défaite, Vladimir Poutine se pense éternel, mais il est humain et le trépas l'attend à un moment ou à un autre, la défaite ukrainienne sera ce que nous retiendrons
de lui. Et ça, je pense qu'il en a pleinement conscience. Et c'est pour ça que plutôt que de ralentir, il accélère et il accentue l'effort sur tous les fronts que j'ai cités précédemment.